Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Calais rencontrer Ludovic qui fait la grève de la faim pour dénoncer les conditions des migrants à Calais. Du coup, je m'appelle Ludovic Holbein, j'ai 38 ans et en fait, je suis investi à Calais depuis 8 mois. Est-ce que tu peux justement nous décrire la situation à Calais depuis notamment ces mois qui sont particulièrement intenses. Est-ce que tu peux nous décrire la situation à Calais? Oui, la situation à Calais, là, surtout depuis 4 semaines, elle fait qu'empirer. Moi, depuis que je suis à Calais, j'ai pas forcément vu d'amélioration notable quant à l'aide, enfin le soutien qui est apporté aux personnes exilées. Et ce dernier mois, c'est devenu vraiment un peu une escalade, notamment au niveau des expulsions qui avaient lieu avant toutes les 48 heures. Là, depuis quelques semaines, c'est toutes les 24 heures. Elles sont devenues quotidiennes. Il y a une violence qui est aussi un peu de plus en plus grande. On voit de plus en plus de gaz lacrymogènes, de prise de matériel, même quand les personnes sont là. Il y a aussi une oppression qui se fait aussi de plus en plus grande sur les associations, où quand il y a distribution de nourriture, d'habits, d'eau ou recharge de téléphone, enfin, les contrôles d'identité sont constants. Quand on utilise un van qui est identifié comme étant le van d'une association, et ben voilà, on se fait arrêter, contrôle de routine, on vérifie tout. Voilà, c'est une oppression qui devient vraiment bah, voilà, constante, qui est tout le temps là et qui rend la situation, qui rend le travail difficile, qui rend la situation pour les personnes qui vivent ça, pour les personnes exilées, vraiment insoutenable, dans le but de les faire partir de Calais. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, enfin, quel était le cheminement, on va dire, intellectuel à réaliser une grève de la faim? Et bon, là, du coup, tu as déjà dit les revendications principales. Quel est Ouais, mais ce qui se passe, alors il y a eu le déclencheur, c'est la mort de Yasser, un jeune de 20 ans soudanais qui est décédé écrasé par un camion. Ça, c'est l'élément déclencheur. Après, autour de ça, effectivement, il y a aussi le gros démantèlement de la zone dite hôpital, juste en face de l'hôpital, qui a eu lieu dans les minutes qui suivent la mort de Yasser, ce qu'on a trouvé assez insoutenable. Ce gros démantèlement qui se suit de toute la végétation, une grande partie de la végétation qui a été rasée pour ne pas permettre aux personnes de venir se réinstaller. Euh, Suivi de plus en plus encore d'installations de barbelés. J'ai vu sous des ponts des barbelés à lame de rasoir qui sont posés pour éviter que les jeunes, que les exilés puissent dormir. J'ai vu par exemple aussi des forces de l'ordre repousser alors qu'il pleuvait des jeunes qui étaient en train de s'habiter sous un pont. Enfin, il pleuvait, c'était en pleine journée et ils s'abritaient le temps de la pluie sous le pont. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Voilà, tout ça, on en arrive un petit peu à une escalade. Et peu après la mort de Yasser, je crois le lendemain, il y a eu une manifestation de dénonciation des morts à la frontière. Il faut savoir qu'il y a 304 personnes connues qui sont décédées depuis 1999 en tentant de rejoindre l'Angleterre. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait encore faire comme action pour, pour dire qu'on en a marre en fait, parce que c'est pas possible et tout a déjà été essayé. Les voies légales ont été essayées, les pétitions, les manifestations, les protestations. Le défenseur des droits a émis des rapports qui sont assez alertants sur la situation. C'est pareil pour l'Observatoire de l'ONU, la Commission nationale des droits de l'homme. Enfin voilà, et rien ne bouge. Rien ne bouge en fait, il n'y a pas d'avancée, en tout cas pas d'avancée réelle quoi. Il y a que des écrans de fumée qui sortent à droite à gauche qui permettent à l'État de se justifier, de dire ben voilà on a fait ça, ou on a fait ça, ou on a fait ça. Et en fait, moi personnellement à un moment donné je me disais que finalement la seule chose qui me reste c'est mon corps. Tout le reste on me l'a pris en fait, on m'a pris tous mes moyens d'expression et tout ça.
Et du coup, voilà, on était autour d'une table et la grève de la faim est apparue comme ça, comme une idée. Et on s'est à trois retrouvés, Philippe, Anaïs et moi, à se dire, ben, arrivons-en là. Enfin, il fallait des actions qui durent, pas des actions voilà, une manifestation de 2 3 heures, mais quelque chose qui dure, quelque chose qui interroge réellement, qui refasse un peu la lumière sur Calais, euh, pour espérer encore que les choses bougent un petit peu. Justement, c'était un événement qui a été assez médiatisé et avez-vous eu des soutiens as-tu eu des soutiens, on va dire, de l'opinion publique et des gens qui viennent dans l'église Ouais, prier pour vous, enfin, je sais pas. alors ouais, donc ouais, vraiment c'est assez énorme. Donc comme dit, effectivement, il y a des personnes qui viennent, par exemple des personnes qui viennent assister à la messe, qui en repartant nous disent bon, on prie beaucoup pour vous, on vous soutient. Il y a énormément d'amis forcément qui viennent nous voir, des associatifs aussi qui viennent nous voir, et on nous a dit récemment, et ça fait plaisir aussi, que ça a redonné de la force en fait aux associatifs, aux aidants, qui du coup ça a redonné un coup de boost où ils se disent allez, enfin on veut y croire quoi, où ça remotive un petit peu. Et ce qui m'a surpris beaucoup aussi, c'est énormément de Calaisiens qui passent, des Calaisiens qu'on n'avait jamais vus avant, pas forcément investis ou investis il y a longtemps mais qui avaient baissé les bras et qui reviennent nous voir et qui nous disent ben voilà, on vous encourage, merci pour ce que vous faites, voire même des Calaisiens qui viennent, qui rentrent et qui nous disent ben nous on n'avait pas conscience de ce qui se passait et c'est inadmissible ce qui se passe. Donc des gens qui prennent conscience aussi de ça. Et c'est toute la journée. Enfin, si on passe une journée avec nous, là, ça va un peu mieux depuis hier. Passé la première semaine, mais la semaine d'avant, c'était de 9h du matin à 21h le soir, non-stop, sans. Ouais, et du coup, des soutiens, mais à l'opposé, les détracteurs, j'ai vu qu'il y avait des tracts d'extrême droite qui avaient été déposés. Est-ce Ouais. qu'il y a eu beaucoup justement de détracteurs Non. grâce Non, enfin, je pense que effectivement, il y a eu des tracts qui ont été déposés que j'ai même pas vus, et que j'ai vu. Enfin, j'ai vu la photo sur internet, des documents qui sont assez vides de sens. Enfin, voilà. Mais c'est un cas isolé et je pense que c'est vraiment un cas. Je suis même pas sûr que ce groupe de personnes soit très nombreux. Après, forcément, des détracteurs, il y en a. Je sais que des amis à nous sont allés tracter, par exemple, pendant le marché. Voilà, il y a eu un petit peu des oppositions, des gens qui sont contre la présence des personnes exilées à Calais. Enfin, ça existe. Mais en tout cas, là, envers nous, à part ce petit incident-là qui reste vraiment minime, il n'y a pas vraiment d'agression. Et quelles seraient les solutions on va dire concrètes face à cette situation à Calais par exemple, laisser faire le travail des associations ou prendre le problème à la racine, enfin, quelles seraient les solutions Ouais. Alors, nous, nos revendications, elles sont très basses. C'est pas des solutions qui vont régler le problème. C'est des solutions pour redonner juste, comment dire, enfin, c'est des choses qui devraient même pas se discuter, quoi. C'est que les personnes puissent avoir juste un abri pour l'hiver, quoi. C'est arrêter de leur prendre leur tente, arrêter de leur prendre leurs affaires, et qu'on ouvre un dialogue réel entre État et associations pour pouvoir apporter les besoins vitaux, quoi. Donc ça, c'est très bas. Après, pour régler le problème, à mon sens, c'est de toute façon pas forcément un problème qui est propre à Calais. C'est vraiment revoir des choses au niveau européen, revoir les accords du Touquet, arrêter ces procédures Dublin qui n'ont aucun sens et qui font reposer toute la responsabilité et toute la charge sur les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, Malte. Donc les accords du Dublin, c'est une personne qui arrive en Europe, par exemple soit une personne du Moyen-Orient ou une personne d'Afrique qui traverse la Méditerranée. Si quand elle arrive en Europe, souvent du coup, soit à Malte, soit en Italie, soit en Grèce, et qu'on lui prend ses empreintes, elle ne pourra plus demander l'asile dans un autre pays que celui-ci. Et donc ces personnes, j'en connais des personnes qui ont obtenu des droits, par exemple en Italie. Sauf que ces personnes, elles ont donc obtenu des droits en Italie, et après 8 mois,
à essayer de trouver un boulot, à essayer de construire une vie, elles sont toujours à dormir à la rue. Parce que ben voilà, en Italie, il n'y a pas forcément de boulot, parce que les choses sont déjà très compliquées. Enfin, la Grèce, l'Italie, c'est pas les pays qui ont, voilà, économiquement, qui sont les plus forts. Donc voilà, ces personnes craquent au bout de 8 mois à dormir toujours encore dans la rue. Et ben, la seule solution qu'elles ont encore, c'est de venir en Angleterre. S'il y avait une politique d'accueil globale européenne où les dirigeants européens se mettent autour d'une table et tentent de régler ce problème-là, la situation serait déjà, j'en suis sûr, bien meilleure. Après, il faudra régler les autres problèmes petit à petit. Mais en tout cas, là, c'est une évidence. J'ai lu là ces derniers jours que sur, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est un rapport qui va sortir prochainement. Sur les personnes qui sont à Calais, un tiers veulent absolument aller en Angleterre. Un tiers, c'est parce qu'ils ont déjà de la famille en Angleterre, c'est parce qu'ils ont vraiment ce truc où ils sont venus avec l'idée d'aller en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers qui, à la base, ne voulaient pas forcément aller en Angleterre. C'est juste que l'Europe ne les a pas accueillis. C'est juste que, voilà, comme j'ai dit, ils sont passés des mois, voire des années à la rue, et que finalement, la seule chance qu'il leur reste à un moment donné, c'est de tenter l'Angleterre. Et donc là, c'est une question un peu plus concrète, pratique sur la grève de la faim. Question, notamment mon frère, en fait, hier, j'étais au téléphone avec lui, et il me disait, mais comment ça se passe, en fait, concrètement, une grève de la faim? Quelles sont les difficultés, comment ça se passe, en fait? Parce qu'on dit souvent, grève de la faim, tout ça, enfin, dans les médias, tout ça, mais comment ça se passe concrètement? Alors, je pourrais parler pour les 9 premiers jours, parce que pour l'instant, j'en suis là. Au début, quand on voulait commencer cette grève de la faim, on ne s'était même pas posé de questions. Moi, j'étais prêt à la poser le lendemain. Et puis, Philippe a quand même soulevé à un moment donné la question d'avoir par exemple un médecin qui nous suit, ce qui était assez réfléchi. Donc voilà, on a des médecins qui nous suivent régulièrement, 2 fois par jour. Après, pour moi, pour l'instant, ça s'est passé assez bien. Bizarrement, j'ai eu assez d'angoisse par rapport à la faim, la douleur par rapport à la faim, que j'ai pas ressenti. Je pense que l'effervescence qu'il y a eu autour avec les médias, les personnes qui viennent nous voir joue beaucoup. Après, je sens quand même l'énergie qui passe. Et sinon, finalement, nos journées sont assez monotones, quoi. On dort bien, on a de la chance, on dort bien, on se lève, on répond aux questions, on rencontre des gens, et on fait que ça. De toute façon, on ne fait pas de pause repas, et puis voilà.